Bienvenue dans Muscle ta répartie, le podcast qui te donne envie de l'ouvrir. Je suis Michel Ruffo et pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Patricia Lemarchand. Bonjour Patricia. Bonjour Michel. Patricia, vous êtes professeure des universités en biologie cellulaire et pneumologue. J'ai voulu vous inviter pour plusieurs raisons. Vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif Qu'est-ce qu'une femme ? Vous prenez régulièrement la parole pour inviter à faire attention aux informations du type « les femmes sont ceci, les hommes sont cela », qui peuvent notamment générer en médecine une fausse impression que les symptômes sont différents pour la même pathologie. Tout d'abord, Patricia, pouvez-vous m'en dire plus sur votre vision des catégories hommes-femmes ? Je me suis intéressée à ces catégories après le Covid où j'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux des expressions que j'avais du mal à comprendre au départ. Personne à vulve, corps à vagin, etc. Qui renvoyaient à une femme, mais pas exactement. Et certaines, je les comprenais vraiment pas. Il y en a en anglais qu'on ne peut même pas traduire comme non-prostate owner, c'est-à-dire le propriétaire qui n'a pas de prostate. Enfin bon. Et du coup, je me suis dit: «Bah non, moi je me reconnais pas là-dedans» et ça m'a amenée à poser la question, «Qu'est-ce qu'une femme?» Et je me suis rendu compte que la réponse n'était pas simple et que quand je la posais autour de moi, j'avais plutôt, des petits rires, gênés, mais pas vraiment de réponse. Et donc je me suis mise à essayer de répondre à cette question et à essayer de répondre aussi, en creux à «Qu'est-ce qu'un homme?» et du coup, ça m'a amenée à réfléchir à la bicatégorisation, homme-femme. Qui est, avant tout, comme le dit d'ailleurs la sociologue Irène Théry, un statut social, qu'on nous donne à la naissance. Donc ce qu'on dit aussi par le sexe assigné à la naissance, hein, c'est-à-dire qu'on vous donne un statut, de petit garçon ou de petite fille, d'homme ou de femme. Ça va être mis sur votre certificat de naissance, porté en mairie et ensuite vous l'aurez sur vos papiers d'identité et sur votre carte, de sécurité sociale. Ok, et ça a des conséquences, j'imagine, en médecine notamment. Est-ce qu'il y a des conséquences de cette différenciation homme-femme ? Alors, cette différenciation, on s'en préoccupait pas jusqu'à la fin du 19e siècle ou même du 20e siècle parce que, en fait, on s'intéressait essentiellement aux hommes et pas n'importe quels hommes d'ailleurs, aux hommes, blancs. Probablement au début, on a pensé que c'était parce qu'on considérait les femmes comme des hommes, juste un peu plus petits, et puis que, ce qui s'appliquait aux hommes devait forcément s'appliquer aux femmes. En fait, il y a des philosophes des sciences qui ont montré que c'était plutôt une logique de différence, c'est-à-dire, les femmes sont différentes des hommes, donc on va pas les étudier en même temps et puis on va pas les étudier du tout. Et c'est ce qui s'est passé aussi, pour, pas mal d'autres, populations, non blanches, discriminées et cetera. Depuis, donc la fin du XXe siècle, il y a une énorme recherche, vraiment importante sur, le fait que, bah, en biologie et en santé, il y a peut-être des différences entre les hommes et les femmes donc et effectivement, on en décrit maintenant, dans pratiquement, tous les domaines de la santé. Et donc cette catégorie, elle est très importante comme catégorie d'analyse parce qu'elle permet de voir que, nous ne formons pas, une population, homogène, et donc déjà utiliser, une catégorie d'analyse en 2 populations différentes, bah, ça permet de voir des différences. Ça ne dit rien, de la raison ou des causes de ces différences, ça c'est un autre sujet. Par contre, ça a aussi un danger que j'ai vu dans la façon dont vous avez présenté les choses, en disant: «Les hommes font ceci, les femmes font cela» ou «Les hommes sont comme ci et les femmes sont comme ça». Ça nous pousse à homogénéiser à l'intérieur de la catégorie, c'est-à-dire toutes les femmes seraient comme ça, tous les hommes seraient comme ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. On a une très, très grande hétérogénéité, aussi bien du point de vue biologique que du point de vue de la santé et quelquefois l'hétérogénéité à l'intérieur du sous-groupe, femme ou homme, elle est plus grande que, la différence entre les 2 sous-groupes. Ok, donc c'est trompeur, le fait Bah, d'étudier sous ces disons qu'il faut catégories. il faut éviter, les généralisations. Il faut dire, ce qui est juste scientifiquement, c'est de dire la majorité
des hommes sont comme si, la majorité des femmes, mais pas les hommes ou les femmes. Parce que là, on englobe des tas d'individus qui ne rentrent pas en fait, dans les catégories telles qu'on les a définies, ou les symptômes et cetera. Est-ce que ça a un impact sur la qualité des soins qui sont apportés aux femmes? Alors, oui et non. Oui, ça a un impact parce qu'il y a un certain nombre de croyances, notamment on a pensé pendant longtemps que, les femmes, n'avaient pas, de maladies cardiovasculaires, parce qu'elles étaient, protégées par leurs, hormones et du coup, il y avait un sous-diagnostic, d'infarctus, en particulier chez les femmes de moins de 50 ans, alors que l'infarctus chez ces femmes, ça existe. Chez les femmes plus âgées, là aussi, on pouvait passer à côté du diagnostic. Mais ça repose en fait sur une mauvaise connaissance, de l'importance des maladies cardiovasculaires, qui touchent, aussi bien les hommes que les femmes. C'est une mauvaise connaissance en général, quel que soit le genre de cette maladie-là, c'est ça? Bah, une mauvaise connaissance sur les maladies cardiovasculaires, encore une fois, où on s'est dit: «Bah, ça touche que les hommes». Donc quand on voit arriver une femme qui a un tableau, d'infarctus, y compris un tableau typique, c'est pas le premier diagnostic qui nous vient. Et ça, c'est vrai aussi à la maison. C'est-à-dire que si, une femme, présente des douleurs dans la poitrine, ni elle, ni son entourage va penser spontanément à l'infarctus. On va plutôt dire: «Oh là là, il se passe un truc. Bon, j'attends quelques heures, on va voir si ça persiste». Et là, on va perdre un temps extrêmement important en fait, parce que l'infarctus nécessite une prise en charge la plus rapide possible. Si vous avez un homme qui vous dit, «Ah, j'ai une douleur dans la poitrine», tout le monde va Mmh. penser, à l'infarctus. Lui, ses proches, quand il va appeler le 15, l'infirmière ou le médecin qui va avoir au bout du fil va y penser aussi, suite une ambulance et cetera. Et donc il a été montré qu'effectivement, il y avait un retard de prise en charge, des femmes pour ce qui concerne l'infarctus qui est lié, là encore, à une méconnaissance. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences de cette différenciation, de cet l'usage de la catégorie femmes-hommes dans d'autres domaines que le domaine médical que vous avez pu analyser dans votre, ouvrage collectif? Alors, notre ouvrage, il s'est intéressé, à la mode. Pour essayer de voir si, la mode, suit les courants ou la mode est en avant-garde des courants. Vous avez peut-être remarqué que dans certains, grandes enseignes, il y a maintenant des vêtements, étiquetés, non genrés, hein, dans lesquels les hommes et les femmes peuvent, piocher. Bon et voilà, c'est intéressant de voir ça avec une réponse évidemment qui est complexe, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments, la mode peut être à l'avant-garde et puis il y a des moments, elle se contente de suivre, voilà, ce que les gens ont dans la tête. Et puis, nous avons regardé aussi du point de vue du droit, parce que c'est important, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sexe, c'est quand même une catégorie, qui pèse, hein, quand elle est sur la carte d'identité. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, à quoi ça sert d'avoir son sexe, inscrit sur sa carte d'identité. Enfin voilà, c'est un papier, très officiel, très important. Et puis, il y a aussi, une analyse, de la langue, sur, l'importance d'arrêter de considérer que le masculin l'emporte sur le féminin. Enfin voilà, on a abordé un certain nombre de points. D'accord, et quand on parle de la langue, le sujet des muscles répartis, c'est le fait que donner envie de l'ouvrir aux personnes et face aux situations qui les dérangent et en particulier aux femmes. Est-ce que vous avez aussi exploré et vu des conséquences sur, les prises de parole entre, hommes et femmes? De toute façon, le milieu de la santé, n'échappe pas aux stéréotypes, hein, habituels. C'est-à-dire que, le mansplaining, ça je connais ça très, très bien. Je l'ai vécu plein de fois et je continue à le vivre aussi. Ou bien, le fait qu'on aille me demander qu'on me dise: il y a pas de café», pour une réunion et je suis la seule femme dans la salle et c'est à moi, vers moi qu'on se tourne pour dire: «Ah bah, il y a pas de café, il faut que tu fasses quelque chose». Oui, oui, bien sûr, ça a des conséquences, très importantes. Mais bon, qui sont pas spécifiques au milieu de la santé. Oui, c'est ça, et dans ces situations-là, vous m'avez parlé de 2 situations, du mansplaining et qu'on vous demande le café parce que vous êtes la seule femme dans la salle. Comment est-ce que vous réagissez dans cette situation? Alors, moi, je fais une blague que je dis de blonde, je devrais pas dire ça, mais c'est un je prends un air un peu, naïf et je dis: «Mais, est-ce que c'est à cause de mon appartenance au sexe faible
que tu me poses cette question. Donc j'essaye d'apporter un peu d'humour, de montrer quand même que, il y a un truc important derrière, c'est pas rien, voilà, je suis pas forcément en colère, ce qui serait pas toujours, très bien vécu, donc j'essaie de trouver quelque chose qui à la fois, porte et peut mettre mal à l'aise d'ailleurs, puisque souvent, ça met mal à l'aise, hein, cette question-là, d'être renvoyé, au second sexe, au deuxième sexe, au sexe faible. Mais c'est le sexe faible que je préfère parce qu'en plus moi je suis assez grande et cetera, donc je on me met pas d'emblée, du côté du sexe faible. Même si je revendique, d'en faire partie, voilà, je trouve que l'humour, quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible, on peut être très énervé, hein, ça peut m'arriver aussi, ça permet quand même de faire avancer les choses aussi. Et OK, des fois, vous êtes très énervé dans d'autres situations? Des Ah situations, bah, c'est si ça se répète, vous voyez? C'est-à-dire, on vous a coupé la parole une fois, on vous la coupe une deuxième fois, on vous la coupe une troisième fois, à un moment, c'est vrai que c'est c'est difficile de rester. Voilà, de le prendre avec humour, ouais, et bon, ça arrive, assez souvent. mmh. Et dans ces cas-là, comment vous réagissez quand on vous coupe la parole une fois, 2 fois, 3 fois? Bah, là, je alors à ce moment-là, je vais dire les choses. Je vais dire: «Bah, voilà, ça fait 2 fois, 3 fois que je suis interrompue. Est-ce que, je ne sais pas si, c'est dû à mon appartenance au sexe faible, mais en tout cas, j'aimerais, là, ne plus l'être, maintenant et jusqu'à la fin de la réunion». Est-ce que ça marche? Pour un certain temps, oui, oui, ça peut marcher parce que, souvent si on m'a coupé la parole à moi, on l'a coupée à d'autres, donc d'autres femmes, qui vont se retrouver dans ce que je dis, donc voilà, il y a des regards approbateurs dans la salle et du coup, ça calme un peu les choses, les gens font un peu plus attention. Quelquefois, je m'adresse aussi s'il y a un responsable de la réunion pour dire: «Bah, écoute, je comprends pas, est-ce que tu peux, demander, à ce qu'on laisse parler les gens et en particulier quand ce sont des femmes, en m'appuyant sur des faits. Parce que là, ça fait, 3 fois que je prends la parole, que, une telle, prend la parole et que, elle peut pas dire 3 mots, sans être, interrompue. Vous m'avez parlé de mansplaining, donc mansplaining, c'est quand un homme vous explique votre domaine de compétence, Ouais, c'est ça? ouais, OK. ouais. Donc ça, c'est encore plus fort que le fait qu'on vous coupe la parole? Encore plus, je sais pas, mais c'est extrêmement fréquent quand même, c'est extrêmement fréquent. Alors, ça me fait toujours rire, sur le plan médical, en fait. Les gens viennent m'expliquer, heu, un diagnostic, vous voyez, ce qu'il faut faire, voilà, les examens qu'il faut faire, les traitements et quand c'est du domaine médical, ça me fait plutôt rire, en fait, parce que je trouve ça tellement, heu, mmh, en fait, déplacé, quelque part, hein, que, j'attends que ça se passe et puis mais en général, ça me pousse pas du tout à poursuivre la conversation. En tout cas, je dis: «Bon, quel est l'intérêt de parler à quelqu'un qui vous explique la vie, et en particulier la vôtre?» Donc en général, j'arrête là, puis je vais parler avec quelqu'un d'autre. OK, très bien. Et vous avez, réalisé toute votre carrière dans le milieu médical en tant que femme. J'imagine que vous avez dû en vivre beaucoup d'autres, des situations de ce type. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent? Bah, moi, je fais partie des gens, des femmes qui ont été agressées sexuellement, par un supérieur hiérarchique. Bon, c'était il y a longtemps, hein, c'était en 1991. J'avais 30 ans à l'époque. Bah, à l'époque, personne n'en parlait, voilà, c'était mis sous le tapis et même, le fait d'avoir dit non, pouvait être embêtant. Enfin, d'avoir, échappé à l'agression, pouvait être, embêtant. Et puis, bon, j'ai vu passer récemment, une thèse, de médecine générale, d'une jeune femme médecin qui est allée interroger, d'autres collègues femmes médecins en leur demandant, bah, «Quelle blague salace, qu'est-ce que tu as entendu?» et cetera, et à la fin de la thèse, il y avait tout un glossaire, de tout ce qui avait été rapporté, et en le lisant, c'était pas la Madeleine de Proust, mais il y a quand même des tas de choses qui me sont, remontées en fait, que j'avais totalement oubliées, par exemple,
bloc opératoire, en train de tenir, des instruments, on me dit: «Lève les coudes, ça fait des beaux seins», ouais, ce genre de réflexion. Effectivement, je crois que je pourrais peut-être écrire un livre si toute la mémoire me revient sur mon parcours professionnel. OK. Parfois, vaut mieux oublier aussi. Heu et pour vous, vous m'avez parlé d'humour quand vous n'êtes pas énervé ou du fait de faire référence au sexe faible. Quelles sont les manières de répondre qui marchent le mieux pour vous en général face à une microagression? Bah, alors, moi je me suis formée à la communication non violente il y a déjà un certain temps, donc j'essaye de ne pas mettre, la personne en accusation. C'est-à-dire, j'évite le «tu» et j'évite les généralités. «Tu me coupes tout le temps la parole». Ah bah non, je te la coupe pas tout le temps. Là, je te l'ai coupée 3 fois, mais peut-être qu'avant je te l'ai pas coupée, il y a 3 jours je te l'ai pas coupée, vous voyez? Et j'essaye de m'en tenir à donc aux faits les plus précis possibles et à ce que moi ça me fait. C'est-à-dire: «Écoute, là, de nouveau, je peux pas dire 3 mots sans être interrompue. Ça me met mal à l'aise parce que j'ai quelque chose que je trouve important, à dire et qui nécessite, d'avoir, 30 secondes ou 1 minute, devant soi. Est-ce que maintenant je peux avoir ce temps-là pour expliquer, en détail, ce que je veux dire?» Et voilà, j'ai probablement une position assez affirmée, mais aussi parce que ça part de moi. C'est-à-dire que je l'autre évidemment, se rend pas compte qu'il interrompt, hein, le plus souvent, hein, et donc mon but, avant tout, c'est d'avoir la parole, c'est pas de le mettre en accusation. Donc du coup, voilà, je pars de ce qui se passe pour moi. Mmh. Et ça, vous le faites en public dans la réunion ou c'est quelque chose que vous faites en individuel avec la personne pour lui Non, je expliquer, peux le faire en public. en public? OK. Au contraire, je peux le faire en public parce que l'autre n'est pas en accusation. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais, par exemple, se tourner vers le responsable, de la réunion, qui n'est pas forcément la personne qui vous a interrompu, en disant: «Écoute, là, voilà, je suis de nouveau interrompu, peu importe que ce soit par Pierre, Paul ou Jacques, je suis de nouveau interrompu. Est-ce que tu peux faire en sorte que je puisse dérouler, mon argumentaire, jusqu'à la fin?» Vous voyez? Parce que c'est aussi de sa, responsabilité. Donc du coup, on n'est pas les yeux rivés sur la personne qui m'a interrompu, mais on est les yeux rivés sur moi pour que Mmh. j'ai la parole. Mmh. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres, manières? Vous m'avez dit aussi que parfois ça peut vous mettre en colère. Dans ces cas-là, vous répondez différemment ou dans ces cas-là, vous trouvez une solution? Ah bah, dans ces cas-là, je dis: «Bah, écoute, là, je suis, vraiment je sens que là, ça commence à me stimuler pas mal ce que tu dis et donc je propose qu'on s'arrête là et puis on reprendra plus tard». OK. Très Voilà, bien. parce que je sais aussi que quand je suis en colère, et je pense que c'est valable pour plein de gens, il peut arriver de dire des choses qu'on peut regretter ensuite d'avoir dit sur le coup de la colère. Donc je préfère, essayer de repérer, quand je sens que, voilà, la pression monte à l'intérieur et qu'effectivement je pourrais me mettre vraiment en colère et de dire: «Bon, moi j'arrête là, c'est bon, on Mmh. reprendra plus tard». Mmh. C'est un vrai sujet que rencontrent beaucoup de personnes, de faire face justement à cette colère qui monte et de savoir comment ne pas s'écraser non plus. Alors, à ce Oui, moment-là, c'est peut-être invité à différer, mais comment ouais. ne pas subir? Oui, 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 absolument. Ouais, ouais, ouais. Bah, en dire stop, à la conversation, ça n'est pas subir, de mon point de vue en tout cas. Mmh. Mmh. Est-ce que par hasard, vous auriez quelques punchlines, à donner aux auditeurs et auditrices que vous aimez bien utiliser? En fait, c'est aussi, quand je le peux, c'est de jouer la fausse naïveté et de poser des questions. C'est-à-dire de dire: «Mais est-ce que, heu, tu viens de m'interrompre là de nouveau, non?» Comme il y a 2 minutes. Le fait de poser une question, ça laisse un espace pour que l'autre dise: «Ah mais non, pas du tout», bon. Avec une certaine mauvaise foi, mais en tout cas, voilà, et éviter les accusations, et puis, oui, je crois quand même à l'humour pour,
pas trop tendre l'atmosphère, tout en faisant passer des messages. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent pour, développer votre répartie? Alors, pour développer ma répartie, je sais pas, mais quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, c'est Angela Davis, qui est, cette, philosophe, noire, américaine, qui a, dans les 80, ans maintenant, mais qui a été une grande, grande, penseuse, des libertés, et de la discrimination, vis-à-vis des noirs, aux États-Unis, qui a été accusée de meurtre, poursuivie dans tout le pays aux États-Unis et cetera, et qui quelqu'un qui a toujours, toujours, à la fois dialogué, mais avec une très grande fermeté, moi j'ai beaucoup d'admiration, ouais, pour cette femme, et qui continue d'ailleurs, hein, à venir en France de temps en temps, et à prendre la parole. De prise de parole, ce serait quoi vos conseils pour terminer, pour toutes les, personnes qui nous écoutent, qui n'osent pas, prendre la parole pour, ne plus subir et pour réagir? Bah, moi je pense qu'on peut s'entraîner, c'est-à-dire on peut s'entraîner, à prendre la parole, entre copines, hein, enfin, vous voyez, dans des milieux, qu'on va considérer comme, plus bienveillants, avant de, prendre la parole dans des milieux, qu'on va considérer comme plus compliqués, où la prise de parole va être, plus difficile. Je pense que ça se muscle quand même, à travers, l'entraînement. C'est-à-dire, parler devant 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes avant de parler devant, 20 ou 30. Je pense que ça peut donner de l'assurance. Quand j'étais, jeune, post-doctorante aux États-Unis, avant de faire des présentations dans des congrès, notre patron nous enfermait dans la bibliothèque, les autres membres du laboratoire, sur une trentaine de personnes, passaient chacune à leur tour écouter la personne qui devait faire la présentation. Donc je peux vous dire que quand vous l'aviez fait 30 fois, il y avait plus de problème pour intervenir, même dans une salle bondée. Super entraîné du coup, Mmh. super musclé, la prise Ouais, de ouais. parole. Moi je continue à préparer, très, très intensément, mes prises de parole en public, même si, j'ai pas de papier quand je prends la parole. S'il y avait, une seule chose à retenir de tout notre échange, qu'est-ce que ça serait, Patricia? Je pense que ça serait, la sécurité intérieure, en fait. C'est quand on a une grande, sécurité intérieure, on c'est plus facile, pour s'affirmer et pour parler, donc il faut aussi muscler, sa sécurité intérieure. Sa sécurité intérieure, c'est, l'estime de soi, la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, c'est, effectivement, probablement c'est ça, les Américains disent aussi, la fenêtre de tolérance. On appelle ça aussi la moi j'aime pas du tout ce terme-là, la zone de confort, parce que je trouve que c'est un terme, un peu péjoratif. Donc je préfère la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire, avoir une fenêtre de tolérance qui est suffisamment grande pour que, bah, si on est un peu secoué, on est encore sur ses pieds et du coup on peut réagir. Super, bah, espérons à tous, nos auditrices et auditeurs qu'ils auront cette fenêtre de tolérance, cette sécurité intérieure pour pouvoir, réagir face aux microagressions. Pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, bah, n'hésitez pas à, comme l'a conseillé Patricia, à muscler votre prise de parole et notamment votre répartie. Et pour ça, je vous propose de télécharger les 15 punchlines pour réagir face aux microagressions au travail. Un grand merci Patricia pour l'échange et pour les conseils. Et excellente journée et à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir Patricia.